Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 10e numéro de la 21e émission spéciale Noël aujourd'hui avec une décoration magnifique que nous a concoctée Caroline. Salut. Bonsoir à tous. Nous avons également un invité de marque, rien de moins que le Père Noël. Bonjour les chenapans. Bonjour Père Noël. Et nous avons comme d'habitude ici en régie Mathieu qui est avec nous. Salut lutin de la technologie. Alors au menu de cette émission, comme d'habitude, des reportages, des cadeaux à gagner. Au sommaire, nous parlerons de Chasse gardée, un film qui est sorti hier au cinéma avec Hakim Gemili qui nous a accordé une interview. Nous avons également mis au défi un chef, celui du fin gourmet à Rullisheim, de réaliser une recette en 4 minutes. A-t-il réussi à relever ce défi dans le temps imparti? On le saura dans un peu plus de 4 minutes justement. Nous irons aussi surfer du côté de Cernay, destination assez originale pour s'adonner à cette activité. Et puis le Père Noël nous parlera de son histoire, de l'histoire de Noël. C'est ça, exactement. Et surtout, n'oublie pas Nous allons le gagner, nom de l'émission. nous allons de la gagner des 21e. cadeaux à la 21e minute. Le chrono est lancé, ça y est, c'est parti. Et le premier de ces cadeaux, c'est Hakim Gemili, le comédien qui nous a accordé une interview lors de son passage en avant-première à Colmar. Ici, nous sommes à l'Espace Auguste, c'est à Colmar où nous avons enregistré cette émission. Et bien, quand il est venu présenter ce film au CGR, le multiplex de la cité de Bartholdi, il s'est prêté au jeu de l'interview au sujet de Chasse gardée, un film qui nous raconte l'histoire de Simon, que joue Hakim Gemili, et de Adélaïde, interprétée par Camilou. Tous deux sont un couple plutôt heureux, avec enfants, qui décident de quitter Paris pour rejoindre la campagne, où ils seront plus tranquilles, du moins le croient-ils, parce que quand ils arrivent à acquérir la maison de leur rêve, ils se rendent compte que le terrain qui est leur propriété est aussi celui que s'approprient des chasseurs. La cohabitation est parfois difficile. En tout cas, le thème de l'exode des Parisiens vers la campagne est un vrai sujet d'actualité selon Hakim Gemili. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de ça en ce moment à Paris. Et c'est un phénomène qui a démarré, à mon avis, déjà juste après le Covid. Ou pendant le Covid, en tout cas. Bonjour. Ouais, parisien. Vous savez, on n'est plus parisiens, hein. On a emménagé là. Ça change tout. En tout cas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. C'est génial. Bonjour. À la campagne, c'est pas comme dans les grandes villes. On est solidaires. Non. Désolé. On s'est toujours un peu moqué de moi parce que je suis de province, forcément. Et d'autant plus que je suis d'Alsace, parce que c'est vrai que quand tu viens d'Alsace et quand tu prononces parce qu'en fait ils connaissent pas les Colmar, ils connaissent pas Célestat, ils connaissent pas Schiltigheim, ils connaissent pas, ils connaissent que Strasbourg. Donc quand tu dis Strasbourg, la plupart des gens ils pensent que c'est en Allemagne encore. Donc ça c'est quand même un problème. C'est-à-dire que donc ouais, il y a beaucoup d'humoristes qui se foutent de la gueule de Strasbourg et de l'Alsace en général parce qu'ils pensent que c'est nul ici. Enfin, ils ont pas conscience qu'on a une des plus belles régions de France en vérité. Cette comédie offre de bonnes tranches de rigolade et de gibier, notamment lors d'une scène de banquet et de chasse mémorable, mais plusieurs degrés de lecture sont proposés et plusieurs idées reçues volent en éclats. C'est pas un film qui est fait uniquement pour rigoler. Enfin, on rigole, c'est sûr, c'est pour moi l'essence même de ce film, mais ça raconte aussi plein de choses du vivre ensemble. Et c'est pour ça aussi que j'ai accepté de le faire, et c'est pour ça que les réals l'ont fait, et c'est pour ça que le film il va cartonner. Vive la chasse aux Parisiens. Ils ont mis du maïs dans le jardin, les enfoirés, pour les attirer. Dégagez. Si le tournage s'est bien passé, il a quand même fallu surmonter deux difficultés, jouer avec des enfants et des animaux. Bien sûr, c'est bien plus compliqué quand tu tournes avec des enfants de très bas âge quand même, parce que ils avaient quel âge les enfants, frère? Ils avaient 3 et 5 ans. Déjà moi j'ai un enfant de 2 ans et demi, déjà j'ai du mal à le gérer, et c'est le mien. Si alors en plus tu me fous dans les pattes des gosses que je connais, mais qui sont toutefois très bons acteurs, et en plus ils étaient adorables, donc en vérité, là, je vous dis ça comme ça pour rigoler, mais en vrai c'était très agréable. En vrai c'était très agréable de tourner avec ces enfants. Et puis oui, mais les animaux en fait, il y avait plein de choses qui ont été faites sur ordinateur, donc du coup on n'avait pas tant de trucs à gérer que ça. Mais moi j'ai eu un peu peur de la poule, il y a une poule dans le film, j'ai un peu flippé de la poule parce que c'est pas une poule que j'avais l'habitude de voir. Moi je vois des poules qu'on voit à la télé, chicken run quoi, tu vois. Et là c'était pas une poule chicken run, là c'était une poule un peu mystique, j'avais pas l'habitude de voir ce genre de poule,
mais je veux plus jamais la voir, si je peux me permettre. Si vous n'êtes pas encore convaincu, Hakim a un argument choc pour vous persuader d'aller voir le film. Un des réals est dans la merde actuellement, et que si ça fait pas d'entrée, bah, il va rester avec son blouson qu'il porte depuis 3 ans maintenant, et ça commence à, voilà, c'est irritable. Chasse gardée est sur vos écrans depuis hier. C'est une bonne comédie là pour ces vacances de Noël. Est-ce que ce que vous avez vu là vous donne plutôt envie? Bah, il y a une sacrée affiche, dis donc. Il y a pas mal de rôles principaux. Des seconds rôles aussi. On voit pas mal de têtes connues, dis donc. Ouais, au casting, il y a également Thierry Lhermitte, Didier Bourdon, surtout Didier Bourdon qui est assez énorme. Un Jean-François Quéré qui est incroyable dans un rôle de chasseur efféminé, une fois encore pour lutter contre les préjugés. Il y a également Chantal Latsou qui fait une courte apparition et Benjamin Pestel qui est totalement méconnaissable. Franchement, je vous le conseille. Une bonne comédie à regarder au chaud, dans son lit. Au Ou au point de cinéma, pour l'instant, en tout cas. Voilà, au Ouais, point de la cheminée, j'ai ce sera pris de pour plus l'avance, tard. ça. Si j'ai bien compris, on peut y aller avec des enfants. Oui, c'est un film familial. Ouais, Il n'y a pas de problème. d'accord. Une petite scène un peu graveleuse, hein, la Enfin, scène moi, du moi, les banquet, yeux. où il y a des chansons paillardes, mais la scène n'est pas très longue. Et puisqu'on parle de banquet, voilà qui nous amène au Fin Gourmet, un lieu où Mathieu, tu as tes habitudes. Pourquoi t'es-tu rendu là-bas tout récemment? Alors, j'ai demandé à Gaël de me préparer la fameuse recette en 4 minutes. Mais qui est Gaël? Gaël, c'est le chef du restaurant Le Fin Gourmet que j'ai eu la chance de rencontrer il y a déjà quelques années. On avait déjà fait un reportage ensemble dans un autre resto dont il n'était pas encore propriétaire. Et là, c'est sa première adresse à lui. Donc, c'est quelqu'un qui a fait ses classes chez des chefs étoilés. Et depuis un an, le restaurant est en train de monter. C'est au nord de Mulhouse. C'est une des très très bonnes adresses dans lesquelles on peut aller manger. Alors, pour que ceux qui connaissent le secteur, c'est à Rullisheim. C'est ça. Et donc, tu lui as proposé un défi. 4 minutes pour faire une recette. Est-ce qu'il y est arrivé? Bon, on va regarder ça. Pas tout à fait, vous allez voir ça. Il est un peu débordé. Mais c'était très bon. Bonjour Gaël. Salut Mathieu. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui pour cette recette en 4 minutes? Alors aujourd'hui, 4 minutes, tu m'as dit 40 minutes. Non, 40 je plaise. minutes. Non, on va faire un steak de thon mi-cuit au sésame, une sauce verte à base de mayonnaise et herbes fraîches et julienne de légumes cacahuètes. D'accord, donc 3 postes de travail d'après ce que je vois. Hein. Donc à chaque fois on me dit ouais mais c'est un peu de la triche, il prépare en avance, mais en même temps il y a des choses, voilà, c'est sûr qu'en 4 minutes c'est un peu compliqué. Bah, la julienne de légumes elle est taillée, mais bon, vous pouvez l'acheter en supermarché, ça ira très bien hein, pour les repas de famille. Si on n'a pas envie de s'embêter. C'est ça. Très bien. Bah écoute, top départ pour la recette. Allez, c'est parti. Donc en même temps tu nous expliques un petit peu ce que tu Là, ce que tu je fais, hein. vais couper mon thon. Voilà, on va le tremper dans le sésame. Voilà, on allume les feux sous les poêles. Une noisette de beurre bien généreuse. Ah, le beurre c'est la vie, hein, c'est ce qu'on dit. Voilà. On commence par les échalotes, les carottes, persil racine, navet jaune. On assaisonne un peu de poivre. En attendant, on va aller faire la sauce verte. Donc, Alors, on va faire une petite mayonnaise avec 2 œufs, une cuillère à café de moutarde. On allume un peu, une goutte de vinaigre blanc et on monte à l'huile. ah, c'est quand même bien pratique hein, tout ça. Ah ça c'est... à la maison on peut en avoir. Hein. Voilà, on laisse tourner 2 minutes. On surveille nos légumes qui sont déjà presque cuits. Donc le Fin Gourmet, ça fait quoi? Ça fait 1 an maintenant? Ça fait un peu plus d'1 an, ouais. On déglace avec un peu de vinaigre de cidre. Voilà.
Alors pour rappel, ta carte elle change tous les 2 mois Exact. et c'est que des produits frais. Exactement. Voilà. C'est de la vraie, Autant que possible, hein, de bien la vraie entendu. cuisine. Ouais, bien sûr. Ouais. Après, c'est un produit, c'est des fois compliqué, j'imagine, à avoir Un peu de aussi. sel. Et on va assaisonner nos légumes. Voilà. On va démarrer notre thon. Voilà. Moi j'aime beaucoup cuisiner au beurre. Hein, Le beurre, c'est la vie. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Exactement. Voilà, on peut ajouter nos courgettes. Et alors au niveau de ta carte, comment tu fais pour concevoir une carte? Bah, ça dépend des produits de saison, des produits du marché, de ce que je peux trouver, de mes envies aussi. Voilà. Alors, je vois qu'il y a déjà tout qui est prêt pour la dégustation, hein, donc très bien. Accord mes vins, tu conseillerais quoi alors? Un petit blanc assez fruité qui permettra d'exhauster le goût du... Ok, alors, montre-nous tout ça. Voilà, les légumes sont presque bons. Alors comment tu fais pour savoir quand le thon est cuit? Bah, c'est à peu près 30 secondes sur chaque face. Ah, c'est une recette que tout le monde peut faire chez soi, quoi. Exactement. Bah, après, tu m'as dit 30 secondes, alors 4 minutes. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire en 4 minutes Bah déjà, merci beaucoup d'avoir relevé ce défi. Hein, Bah, de parce rien. Il n'y a pas beaucoup de chefs qui l'ont relevé jusqu'à maintenant. J'ai juste oublié quelques ustensiles. Voilà. On va mettre un petit peu 3 petits tas. On prend notre thon. On vient trancher 3 cubes. Et hop, on pose dessus. On met Ça donne envie. Hein. un filet d'huile d'olive et quelques pousses d'aneth. Voilà, donc c'est pas seulement pour Et la voilà déco, mon quoi, logo. hein. C'est Ah vraiment, non, c'est vraiment pour le goût. Merci beaucoup pour. Voilà mon loulou. Très bien. Donc, merci beaucoup pour avoir relevé ce défi. Pas évident. On le rappelle, tu es basé à Rudisheim, c'est rue Exact. Verte. Exactement. Et ça s'appelle. Le fin gourmet. Eh ben dis donc, ça fait sacrément envie. Est-ce que c'était aussi bon que ce n'était beau dans les assiettes? C'était délicieux. C'était juste délicieux. Et puis l'accord mes vins était très très bien aussi.
Et est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières pour réaliser cette recette? Ouais, alors forcément d'habitude ils traitent des quantités qui sont un peu plus grandes que ça et du coup sa sauce verte, normalement il m'a montré après, pardon pour le micro, il m'a montré après le résultat qu'il attendait, il me l'a montré, il avait encore dans son frigo d'autres sauces comme ça. Et c'était uniforme. Donc là, il a un peu galéré parce qu'il n'y avait pas assez de quantité dans la machine. Voilà. Mais c'était délicieux quand même, quoi. Est-ce que dans sa carte, il y a un repas avec le thon, justement ou... Alors, non, pas forcément. Au moment où on parle, donc là, il vient de lancer sa carte il y a quelques jours. Et du coup, là, à l'heure actuelle, non, mais peut-être que dans 2 mois, il y en aura. Voilà, ça, c'est vraiment au feeling, c'est vraiment en fonction des saisons, comme dit, et c'est ce qui est sympa. Donc, c'est une carte très courte, des produits frais. Et tous les 2 mois ça change, donc à chaque fois c'est pas mal, on peut y aller 2-3 fois pour tester, et puis ensuite quand on y retourne, ça a de nouveau changé. On rappelle, hein, c'est le fin gourmet à Rülisheim. Allez, on a un peu ras-le-bol en ce moment, là, de la grisaille, du froid, voire de la neige. Alors Donne-nous du soleil. Je vais vous emmener surfer, mais pas à Honolulu ou à Hawaï, du côté de Cernay. Allez, on prend la vague. Contrairement à ce que laissent entendre les Beach Boys, nous ne sommes pas sur une plage californienne, mais bien à Cernay en Alsace, au complexe Wakalaz. Wa comme Wave, la plus grande vague artificielle du Grand Est. K comme l'unique site de karting électrique sur 2 niveaux du Haut-Rhin. Et Laz comme le laser game thématisé sur 450 mètres carrés dédiés à Star Wars. Dans ce bassin, où l'eau est projetée jusqu'à 37 km/h, on peut pratiquer aussi bien le wakeboard que le surf, mais au fait, quelle est la différence entre les deux? On va débuter en bodyboard, donc ce sont les planches en mousse, les petites planches bleues, avec lesquelles on débute à plat ventre, après à genoux, après assis, mais on ne se mettra jamais debout sur une planche de bodyboard. Et après, donc, si vous voulez aller plus loin, si vous avez la volonté et puis vous avez surtout le sens de l'équilibre, vous pouvez passer sur une planche de surf. Et puis très vite, moi j'ai vu des gens qui au bout de 2 séances surfaient. Après, on a des gens qui n'y arrivent pas. Voilà. Jack n'a mis qu'1 an et demi pour acquérir un sérieux niveau en surf et en wakeboard. Il avait, il faut le dire, quelques connaissances en snowboard. En une demi-heure, Jack permet à ses enfants venus fêter un anniversaire d'acquérir de très bonnes bases et de passer un moment inoubliable. La position de base en body, la plus simple, sera la position allongée. On va mettre le nombril tout en bas de la planche, comme ça, avec le logo vers l'avant, les mains un petit peu en dessous du logo. Les coudes, on va bien les garder dessus, ça va être important pour pouvoir se déplacer à droite et à gauche en mettant du poids dessus. Et pour avancer, reculer, rien de compliqué. Pour reculer, il suffit d'écarter les jambes. Faites juste gaffe à pas trop le faire d'un seul coup pour pas sortir en haut. Et une fois un petit peu en arrière, suffit de les refermer et on va avancer. Pas de souci. Pour surfer sur la vague des avancées technologiques, Wakalaz proposera prochainement un laser game en réalité augmentée. C'est sympathique, dis donc. Hein oui, j'ai été surpris par votre rire, Père Noël. Ouais, c'est mon rire de Noël, de Père Noël. Donc en fait, il y a des beaux surfeurs en Alsace. Ah bah oui, il y en a partout. Et des belles vagues. Ouais. Mais en tout cas, ouais, là c'est assez impressionnant, hein, Jack, que vous avez vu la plupart du temps à l'écran, qui est animateur. On l'a dit dans le reportage, ça fait que 1 an et demi qu'il pratique. On peut arriver à, pas forcément à son niveau, mais assez rapidement, hein, paraît-il. J'ai pas eu la chance d'essayer, ou le courage peut-être, mais ça, l'histoire ne le dit pas. Et à propos d'histoire, la vague infinie. on va parler d'histoire avec un grand H, l'histoire de Noël. Toi qui aimes nous raconter les histoires. Non, le Père Noël, hein, on ne peut pas dévoiler ta réelle identité. D'où vient cette tradition quasi ancestrale de Noël? Ah oui, alors l'histoire de Noël, quand même, c'est à la base la naissance du Christ. Hein, la fête de Noël, traditionnellement, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est basé sur des traditions bien plus anciennes que ça.
ça remonte très très loin déjà, certainement encore plus loin, mais déjà des Romains, on a déjà des traces au niveau de toute l'histoire romaine, avec quand on était encore un peu sauvage, comme ça, quand on sortait des forêts alsaciennes pour fêter tout ça, c'était des fêtes païennes. Donc tu es né il y a très longtemps. Moi je suis pas si vieux que ça, tu verras dans l'histoire, je suis venu un petit peu après, mais en tout cas, les fêtes autour de Noël, c'est vraiment effectivement depuis très longtemps, et les fêtes religieuses sont venues se caler sur ce moment de l'année un peu dur, il faut le reconnaître, puisqu'il fait nuit tout le temps. Regarde, en Alsace, si tu te lèves, il fait nuit, tu te couches, il fait nuit même le jour. Hein, donc c'est un peu... Ça se passe comme ça au Groenland, chez toi. Ici, on a quand même parfois il y du a soleil. un petit peu de jour entre deux pluies. En tout cas, voilà, c'est une période difficile pour la vie des paysans, pour la vie qu'ils étaient nos ancêtres paysans, voilà, parce qu'il faisait nuit et on avait besoin d'un peu d'espoir, quelque chose qui nous réchauffe le cœur. Et les fêtes de Noël, ça nous réchauffe le cœur. La famille se rassemble autour du foyer, autour du feu, la petite bougie qui brille comme l'espoir. Et la naissance d'un enfant qui tombe, paf, presque pile poil pendant le solstice d'hiver, le moment où la nuit est la plus longue. Quel heureux hasard. Avant que j'intervienne en tant que Père Noël, il s'en est passé des choses et il y a eu beaucoup de personnages qui sont intervenus pendant cette période-là. À commencer par mon ancêtre en ligne directe, qui est le Saint Nicolas. Tu connais le Saint Nicolas, le 6 décembre, le saint patron des enfants et des écoliers, souvent accompagné de Hans Trapp, qui est lui une résurgence un petit peu soit d'un duc de Wissembourg, ou alors des hommes sauvages qui venaient d'Allemagne, à la fois la vision du bien, la vision du mal, parce que le Saint-Nicolas est toujours gentil. Tu connais l'histoire du Saint-Nicolas ? Pas très bien, c'est une histoire un peu horrible. C'est 3 enfants qui se promenaient dans la forêt, qui se sont perdus. Ils étaient en train de glaner. Tu sais ce que c'est glaner ? C'est récupérer des grains au milieu après les récoltes. Ils sont en fait tombés dans une maison d'un boucher, en fait, d'un tortionnaire, qui les a découpés en morceaux et qui les a gardés dans un tonneau, vous saviez-vous, pendant 7 ans. 7 ans, tu te rappelles de ça ? 7 ans, c'est l'âge de raison pour les enfants. Et l'âge de raison, c'est effectivement quand Saint-Nicolas est venu, mon ancêtre est venu, il a fait ressusciter ses enfants. Je ne sais pas avec quel miracle il les a recollés, mais les enfants étaient tout guillerets de nouveau. Et c'était l'âge de raison. Donc c'est tout ce qui est l'école, l'âge de raison, le fait de comprendre les choses qui était le symbole. Mais mon ancêtre, Saint-Nicolas, donnait quelques présents aux enfants. Il donnait les présents d'autrefois, il n'y avait pas des grands jouets, des grands magasins. Des oranges ou du chocolat. Des oranges, du chocolat. Une orange, ça coûtait le prix d'un bras pour à l'époque. Donc c'était déjà des choses exceptionnelles. Voilà un cadeau qui arrive. C'est la 21e minute, effectivement, le moment de gagner des cadeaux. Alors je suis navré d'interrompre le Père Noël. J'en ai encore en réserve. Et cette fois, c'est moi qui vais me substituer à toi pour offrir quelques cadeaux. Alors la règle du jeu, c'est de liker notre publication, la partager et de taguer un ami avec qui vous aimeriez partager ces cadeaux. Et les cadeaux, eh bien, on en a 2 aujourd'hui. Nous vous faisons gagner 4 entrées, 2x2 pour le laser game ou le karting à Wakalaz. Vous pourrez essayer, si vous le voulez, de participer, de vous tester sur la vague. Et puis l'autre cadeau, c'est le Fin Gourmet qui nous propose 2 menus à Rülisheim. De quoi passer une très très bonne soirée. Et en tout cas, désolé encore une fois de vous avoir interrompu, Monsieur le Père Noël, mais l'heure c'est l'heure, la 21e minute, c'était passé maintenant. Je sais, Noël c'est Noël, pour moi c'est pareil, hein. Il y a des choses qui sont primordiales. Alors, on parlait des cadeaux, des oranges, je vous expliquais des justement l'histoire de ces cadeaux, et c'est là qu'est apparu un personnage peut-être le plus étrange du traditionnel Noël alsacien, qui est le Christkindl. Christkindl, tradition littérale, l'enfant Jésus. Et c'est vrai que beaucoup de gens vont dire, mais c'est bizarre, l'enfant Jésus qui va se substituer en fait au Saint Nicolas et qui va se promener comme ça de maison en maison, distribuer des cadeaux aux enfants. Vous imaginez tous peut-être un petit bébé avec un sac avec plein de jouets. Pas du tout. Le Christkindl, étrange, c'est une jeune femme qui est sur la tête, comme une couronne de l'Avent avec des bougies, et c'est elle qui allait donc distribuer ses cadeaux. Alors, par quel mystère c'est devenu le Christkindl, ce personnage ? C'est assez étrange, il faut le reconnaître. On pense qu'il y a eu des petites allusions, enfin d'un mélange comme ça avec Sainte Lucie qui est la sainte des Lumières, en fait, la patronne des Lumières. Et donc il y a eu ces petites choses comme ça. Sinon je t'ai parlé un petit peu du Hans Trapp. Est-ce que le Christkindl est ta mère ? Non. Non. J'ai dû réfléchir. T'es pris au dépourvu. J'ai dû réfléchir, Je parle toujours au Père Noël. C'était compliqué. Non, alors là c'est ça. Voilà, c'est les traditions un peu étranges. En tout cas, ce Christkindl sévit encore quelquefois en Alsace, mais c'est en train de se perdre. C'est un peu malheureux, mais c'est vrai, ce Christkindl, le personnage étrange, se perd un petit peu. Et alors, on arrive à moi,
Père Noël qui arrive, alors pas du tout le 6 décembre, parce que pour l'instant on a parlé du 6 décembre, j'arrive moi le 24 au soir ou le 25 au matin, selon le décalage horaire, selon ma tournée, parce qu'il y a quand même beaucoup d'enfants sur Terre. Vous arrêtez pas, hein, les terriens, vous, ça y va tout le temps, il y en a partout des enfants, donc comment ça bosse, hein. Voilà, donc effectivement j'arrive là, mais moi en tant que Père Noël, si vous voulez, j'arrive de manière peut-être presque laïque. Je suis le même personnage que le Saint Nicolas. J'ai retiré ma mitre de Saint-Nicolas, je n'ai plus ma crosse, j'ai perdu tous ces symboles qui faisaient de moi un évêque pour devenir simplement le Père Noël, le simple personnage de la bonhomie, de la gentillesse qui va auprès des enfants. On a enlevé le Randstrop, hein, le Père Fouettard, qui faisait peur aux enfants. On a gardé juste ce gentil Père Noël qu'on a décalé à ce moment-là, au moment de Noël. Et c'est comme ça que je suis arrivé en tant que personnage. Avec ces gentilles reines. Avec mes gentilles reines, hein, qui arrivent. Et donc, c'est vrai que là, c'est un petit peu les personnages de Noël. Mais pour parler plus particulièrement des traditions de Noël, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Le sapin de Noël, ça aussi, c'est un truc complètement fou. Vous imaginez le sapin de Noël, tradition du sapin de Noël. Non, mais vous savez où il est né, Jésus? C'était Nazareth, c'était Jérusalem, c'était ces pays-là. On pensait que ça pousse seul. Voilà, pas du tout. Il y a plutôt des oliviers là-bas. C'est plutôt des oliviers, voilà. Donc, arbre de Noël, pareil. Pourquoi c'est devenu le symbole? C'est la même chose que vous disiez, la nuit, le froid. Et bien, le seul arbre qui reste vert en hiver, c'est le sapin. Et ça date encore de nouveau, encore de tradition païenne, romaine, un petit peu de l'époque. Et voilà, on garde ce sapin qui est devenu un symbole. Vous voyez comme quoi les choses évoluent. On dit ça, c'est la tradition, mais la tradition, ça a pas mal bougé quand même, hein. Alors sinon, dans les choses, la couronne de l'Avent, vous connaissez? Couronne de l'Avent, on fait une couronne pareil aussi de sapin. Les 4 bougies, on va les allumer les 4 dimanches avant Noël. C'est comme un compte à rebours. Ça, c'est pas mal. Sinon, il y a aussi ce qu'on appelle le calendrier de l'Avent. Ça, c'est un peu plus récent. Vous savez, les enfants, ils ouvrent, ils ont les petits chocolats. Voilà. Et pas que les enfants, hein. Voilà. Alors, les chocolats, maintenant, c'est devenu même des jouets. On vit un petit peu dans l'opulence. Autrefois, c'était des images. On découvrait des images sous les cases. Et bien avant encore, c'était des versets bibliques. Pour vous dire que c'était funky, hein. Mais c'est vrai que c'était encore cette époque religieuse. Alors, Père Noël, on me signale en régie qu'il faut que tu te rapproches un peu de ton micro. Mais je me rapproche du micro. Ou je parle plus fort, si vous voulez. Parfois, ça va aussi. Autre symbole dont je voulais vous parler, et le sapin. Ah oui, j'ai oublié de dire, parce que quand même, les premières marques, les premières traces du sapin, vous savez que c'est en Alsace. La première fois qu'on en parle, c'est à Célestat, en 1521. Célestat se revendique d'être un petit peu la capitale du sapin de Noël. En réalité, c'est beaucoup moins fou que ça, parce que c'est la première trace écrite de sapin de Noël. Et vous savez-vous sur quelle forme c'est? Parce que ça a été conservé à la bibliothèque humaniste de Célestat. Bibliothèque humaniste, vous allez voir des livres enluminés, des choses incroyables, mais c'est un bon de commande. C'est un bon de commande où il y a noté effectivement qu'il faut couper des sapins pour les fêtes de Noël. C'est un bon de commande qui prouve que la première trace écrite des sapins de Noël, ça se destituerait donc en 1521. Ça date un petit peu cette époque, hein, mais comme quoi l'Alsace, ça a quand même des traditions très fortes, hein, autour de tout ça. Autre chose dont je voulais vous parler, vraiment des traditions de Noël. Quand vous allez être chez vous, si vous avez une cheminée, vous allez faire un grand feu. Et vous allez mettre dedans la bûche de Noël. Alors, bûche de Noël, encore une fois, les choses ont changé. La bûche de Noël, on pense au gros gâteau, hein, avec plein de crème dedans. Ça n'a rien à voir. Mais on a gardé cette tradition, parce qu'autrefois, on prenait une bonne grosse bûche qu'on mettait dans le foyer et qui devait brûler pendant toute la messe de minuit. Et je vous assure que le curé, à minuit, il en profitait pour faire une longue messe. Donc, ça prenait du temps, il fallait que ça chauffe. On rentrait seulement après la messe pour manger, donc il fallait qu'il fasse chaud. Et donc, cette bûche est une bûche un peu sacrée, un peu particulière. On récupérait les cendres de cette bûche, soit pour les disperser sur les terres qui étaient peu riches, donc ça enrichissait les terres, une forme d'engrais incroyable, béni, sain. Et sinon, on pouvait aussi prendre ces cendres et les stocker dans le grenier des maisons pour se protéger des incendies, des tempêtes, des orages et plus clairement de la foudre. Puisque dans les maisons alsaciennes, c'est en bois et ça brûle bien. Donc à l'époque, on avait cette forme de sécurité divine. Toujours dans ces choses un peu divines, peut-être moins connues, c'est l'eau de Noël. Au moment même où les 12 coups de minuit vont sonner, toutes les eaux naturelles, donc de fontaines, de rivières, de fleuves, vont devenir saintes. On récupérait un maximum d'eau à ce moment-là, pour les donner à boire aux animaux, ça les préservait de la maladie, on les gardait pour soi, pour se soigner durant toute l'année. Voilà, les choses incroyables. Vous connaissez ces traditions-là? Pas toutes. Pas toutes, hein, voilà. Loin de là. Donc, l'Avent, c'est donc toute cette période. Maintenant, on est en pleine période de l'Avent, on est en train de terminer l'Avent. On va pouvoir fêter Noël, mais ce qu'on oublie aussi, c'est que dans toutes les traditions après alsaciennes, il va y avoir les 12 jours qui vont suivre l'Avent. C'est
des zones calendaires un peu particulières, parce qu'à l'époque, au niveau des calendriers, il y avait ces jours qui nous manquaient, une dizaine de jours et tout ça. Donc ces 12 jours qui vont venir sont des jours sacrés, où il y a plein de choses qui vont se passer. Donc là, on est vraiment déjà dans l'après-Noël. Il y a même la Saint-Sylvestre, pour vous dire, qui est l'ancien, le nouvel an actuel, mais qui n'était pas du tout le nouvel an de l'époque, puisque c'était le 1er avril. Et vous voyez les poissons, enfin bref. Et donc, avec les histoires, c'est incroyable, c'est complètement dingue. Et ces 12 jours, on faisait une tradition importante, c'était qu'on notait la météo de ces 12 jours. Vous avez déjà entendu ça? On appelle ça la petite année. On note la météo du 25, du 26, et ça va correspondre à janvier, février, mars, avril, mai, juin. On aura les tendances comme ça de météo. Bon, je sais, aujourd'hui, il y a les applications sur le téléphone, mais à l'époque, on avait que ça. On prenait la météo. Il y a aussi plein d'oracles qu'on pouvait avoir avec les oignons. On mettait des petits grains de sel à l'intérieur pour voir si les mois allaient être pluvieux ou pas. Voilà, il y a plein de traditions. C'est 12 jours après Noël. Ne les laissez pas tomber pour rien. Ce sont des jours sacrés aussi, pour se rassembler en famille et pour sentir ce que votre année va devenir par la suite. Voilà, ça c'est pour les phrases divines et bénédictions pour terminer cette magnifique 21e. Merci beaucoup Père Noël d'avoir pris tout ce temps pour nous parler de la tradition de Noël. Il fallait faire le rire du Père Noël quand même pour finir. Oui, tout ce temps que tu n'as pas pu consacrer à la tournée pour offrir les cadeaux aux enfants, mais nous en aurons tous évidemment sous leur sapin dans 4 jours, c'est Noël. Cette émission est finie. On vous rappelle les cadeaux à gagner. Wakalaz qui vous offre 2 entrées pour le karting, 2 entrées pour le laser game. Le Fin Gourmet à Rulisheim qui vous offre un repas pour 2. Et nous, on vous souhaite de très très bonnes fêtes et on se retrouvera un jour ou l'autre. En tout cas, passez de très bons moments en famille ou entre amis. À bientôt. Joyeux Noël.